Nous l'avons rencontré à Paris. Une figure du combat pour l'abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo, Maître Liévin Ngonji Ngombe est avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est également avocat à la Cour pénale internationale. Président de l'association Culture pour la paix et la justice, il a dirigé une mission d'enquête menée entre avril et juin 2019 sur les conditions de détention de condamnés à mort en République démocratique du Congo, réalisée par l'association Culture pour la paix et la justice, le réseau des magistrats congolais contre la peine de mort, le réseau des avocats congolais contre la peine de mort, et Ensemble contre la peine de mort. La restitution du rapport issu de cette enquête a eu lieu au siège de Ensemble contre la peine de mort à Paris. Au cours de cette émission, nous parlerons avec Maître Liévin Ngonji des arguments qui militent pour l'abolition de la peine de mort. Et nous parlerons aussi de ce rapport. Monsieur Ngonji, bonsoir. Bonsoir Zaïda. Je suis heureuse de vous revoir et de vous retrouver ici à Paris, où vous êtes venu donc dans le cadre de la restitution de votre rapport. Oui. Et on en parlera un peu plus. Vous êtes quelqu'un qui se bat depuis des années contre la peine de mort. Oui. Comme c'est une émission de droit, de vulgarisation, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu d'entrée de jeu, quelle est la base légale, le fondement juridique de cette peine? Merci beaucoup. Le fondement juridique de cette peine, c'est le Code pénal, livre premier, qui, à son article 5, prévoit les différentes peines applicables en cas d'infraction dans notre pays. Et le premier, au numéro 1 de ces peines, se trouve la peine de mort, qui est administrée pour un certain nombre d'infractions. Il y en a à peu près 24 dans le Code pénal ordinaire et 140 et 126 dans le Code pénal, le Code de justice militaire. Donc il y a beaucoup d'infractions qui sont susceptibles d'entraîner une peine de mort. Une peine de mort, oui, beaucoup. Et cette peine de mort en RDC, elle est d'actualité, c'est-à-dire qu'elle se retrouve bien dans le Code pénal congolais. Oui, dans la hiérarchie des textes, il y a dans un pays la Constitution, les lois qui sont de différents ordres. Il y a les lois organiques, les lois simples, les lois tout court. Ensuite, il y a les ordonnances et les décrets jusqu'au... Voilà. Donc la Constitution, c'est la mère des lois, comme on dit, c'est-à-dire la loi des lois. Dans la Constitution congolaise actuelle, l'article 16 interdit de porter atteinte au droit à la vie. Et l'article 61 dit, même en temps de guerre ou en état d'urgence, on ne peut pas légiférer en portant atteinte au droit à la vie. Pour comprendre ce que je veux dire, il faut remonter dans les premières constitutions de la République démocratique du Congo depuis 1886. Il y a eu la première constitution de l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire de Léopold II. Toutes les constitutions prévoyaient que nul ne peut être mis à mort, sauf dans les formes et conditions prévues par la loi. Jusqu'à la constitution ici du Centre City de 2003, cette formule était prévue, mais ici, il n'y en a plus. Pourquoi cette formule existait? Parce que il y avait la peine de mort. C'est comme ça que la Constitution disait, nul ne peut être mis à mort, c'est-à-dire exécuté sur base d'un jugement ayant
ordonner la peine de mort, c'est ça, mise à mort, dans les formes, c'est-à-dire les formes que la loi prévoit pour exécuter un condamné, qui sont la fusillade pour les militaires et la pendaison pour les civils, et dans les conditions qui sont un jugement rendu devenu définitif, un recours en grâce rejeté par les chefs de l'État. C'est pour cela que pour nous, la Constitution de 2006 a aboli la peine de mort. À partir de ce moment-là, toutes les autres dispositions des autres textes inférieurs à la Constitution, c'est-à-dire le Code pénal, qui est une loi organique, et toutes les autres lois et tous les règlements qui prévoient la peine de mort devraient automatiquement s'adapter. Oui. On a eu le même cas dans la Constitution avec la Cour de sûreté de l'État. La Constitution disait qu'il ne peut plus y avoir des cours qui s'occupent uniquement des questions de genre de sécurité, et automatiquement la Cour de sûreté de l'État a disparu d'elle-même. Mais ici, là, avec la peine de mort, les gens font le dos rond. Mais il faut préciser que pour ce qui est de la question de la peine de mort, il y a deux camps qui s'opposent. Il y a le camp des abolitionnistes dont vous faites partie, mais il y a aussi l'autre camp, le camp de rétentionnistes qui, eux, sont pour le maintien de la peine de mort. Et chacun des camps avance des arguments qui sont tout aussi pertinents. Mais par exemple, vous appuyez sur le droit à la vie, mais les rétentionnistes aussi s'appuient sur le droit à la vie, en évoquant par exemple le fait que le condamné à mort, dans les cas où il avait eu à tuer quelqu'un aussi, et on l'a condamné à mort, et ben il a ôté la vie à quelqu'un, il mérite assez que il soit aussi condamné à mort. Et que dites-vous à ces familles de victimes de condamnés à mort? Que dites-vous par rapport au droit à la vie que vous défendez? Très bien. Voilà, il y a un raisonnement qui date de l'époque grecque qu'on appelle les sophismes. Le sophisme consiste à instiller des prémices fausses, mais logiques, dans un raisonnement logique pour rendre le raisonnement vrai. On dit le droit à la vie, mais celui qui a ôté la vie mérite d'être condamné à mort. On dit les victimes d'un crime ont besoin de justice, et cette justice, c'est que ce qui est arrivé à leurs parents arrive aussi à l'auteur du crime qui a atteint leurs parents. Très bien. Le problème, c'est qu'en disant cela, on ne pousse pas les raisonnements jusqu'au bout pour donner les noms à ces raisonnements. Et un raisonnement pareil s'appelle tout simplement la vengeance. Tout simplement. Est-ce que la vengeance est une justice? Je ne vous demande pas de répondre, mais je laisse à nos téléspectateurs de répondre. Mais je reviens sur le basique de la question, d'abord de la peine. Nous parlons de la peine de mort. Je vous ai dit qu'à l'article 5, il y a plusieurs peines. La première, c'est la peine de mort. Elle est suivie de la servitude pénale à perpétuité. Elle est suivie elle-même de la servitude pénale à 20 ans, ainsi de suite. Pensez-vous, madame, pas vous, ces gens-là, pensent-ils que, en dehors de la peine de mort, les autres peines ne valent rien? Première question. Deuxième question. Est-ce que c'est en tuant l'auteur du crime qu'on apaise la douleur des membres de la famille de la personne qui était elle-même victime de ces criminels? Non. Je commence par ce qui concerne la peine. Pourquoi j'ai parlé du sophisme? On essaie de faire comprendre à tout le monde que la peine de mort n'est appliquée que pour les crimes de sang. On laisse croire à ça. La peine de mort est prévue. Les deux éléments sont faux. D'abord, la peine de mort est appliquée pour plusieurs infractions, même s'il n'y a pas mort d'homme. Par exemple, l'association de malfaiteurs. Toute association de malfaiteurs est punie de mort. C'est-à-dire que même si les gens s'associent pour venir m'escroquer mon argent, dès lors qu'ils sont au-delà de 1, sont à 2,
Donc, ils s'associent, oui. ils sont pénitentiaires de la peine de mort. Est-ce que vous trouvez ça logique? Mais oui, mais là, c'est dans le cas d'associations, mais dans le cas de personnes qui ont tué vraiment. Par rapport à ces familles-là, vous dites quoi? C'est bon, nous on défend maintenant le condamné à mort. Vous qui avez perdu un fils, une fille, ou un parent, ou un père, donc ça ne nous concerne pas. Nous, on défend le condamné à mort. Donc les personnes que les familles ont perdues sont parties comme ça. Donc même si c'est pas, vous parlez, si on fait la loi du talion, parce que beaucoup, pour les rétentionnistes, on les critique en disant que c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais vous pensez que à ces familles-là, en défendant le condamné à mort, qui ont tué, hein, qui, pour les infractions, qui sont condamnés pour les infractions liées au sang, et vous pensez que à ces familles-là, vous dites quoi exactement? Madame, comme nous sommes dans la vulgarisation, si vous pouvez permettre que nous vidions la question de la peine d'abord, et nous allons arriver au niveau de la famille des victimes. Pourquoi je voudrais cela? Je vous ai dit que la peine de mort n'est pas applicable forcément dans les cas où il y a le sang, et à l'inverse, chaque fois qu'il y a le sang, il n'y a pas peine de mort. Pas forcément. Oui, pas forcément. Mais dans le cas, moi je suis vraiment dans ces cas-là où il y a un condamné qui a été condamné parce qu'il a tué quelqu'un dans le cas d'espèces. Très bien, je reviens sur ça. On est sous ces cas-là. Nous sommes sur ces cas-là. Le code pénal ne prévoit pas forcément la peine de mort. Pour quelqu'un qui a tué. Et alors, mais restons là. Les mêmes législateurs prévoient qu'en cas de meurtre dans telles conditions, il faut la peine de mort. En cas de ceci, les juges ont le choix. Pourquoi? Quelle est la différence de la vie qui a disparu là où la loi a prévu 20 ans de prison ou la perpétuité et la vie qui a disparu là où la loi a prévu la peine de mort? Quelle est la différence? Moi, je suis tué, on dit, les circonstances dans lesquelles Liévin a été tué, c'est la perpétuité. Mais Alphonsine, les circonstances dans lesquelles elle a été tuée, c'est la peine de mort. Pourquoi? Quelle est la différence entre les deux vies? Les deux vies sont ôtées. Je vais vous donner un exemple qui va vous choquer, qui va choquer les téléspectateurs. En 1996, des pilotes ukrainiens, ivres, morts, décollent avec leur avion de l'aéroport de Ndolo. Ils en perdent le contrôle et ils tombent sur le marché appelé Simbazigida. Statistiques officielles, et vous savez, Dieu seul sait, la marge entre les statistiques officielles et la réalité. Statistiques officielles, 782 morts. 782 morts, mais on sait que c'était plus. Vous savez à quelle peine ils étaient censés être condamnés, parce que finalement ils n'ont même pas été condamnés. 2 ans de prison. Pourquoi? Parce que c'est homicide involontaire. Vous trouvez ça normal? Je termine par le code pénal lui-même, qui prévoit ce qu'on appelle les causes de justification. La légitime défense permet à ce que quelqu'un puisse tuer sans être condamné à mort. Le problème, c'est que c'est parfois très difficile de justifier la légitime défense. Je peux venir chez vous avec l'intention de vous tuer, mais puisque vous êtes mort dans le risque, j'ai dit c'est vous qui m'avez agressé avant. Il n'y a pas de témoin, je suis dans la légitime défense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça mérite cela? Voilà. On reviendra sur le grand débat. On est vraiment là, vous êtes sur votre position, mais pour le rétentionniste aussi, ils évoquent la dissuasion. Le fait de condamner quelqu'un à mort, ça peut dissuader d'autres personnes qui voudraient aussi emprunter le même chemin. Madame, oui. C'est très joli. Quand je dis très joli, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de me moquer d'eux. Je prends le cas de mon pays. La peine de mort est le code pénal, parce que la peine de mort elle est antérieure, mais le code pénal que nous avons date de 1940. Vous pensez vraiment qu'il n'y a pas de criminels dans notre pays? Ils savent qu'il y a la peine de mort.
Et on va me dire peut-être que depuis 2003, on n'en exécutait plus, mais jusqu'au 7 janvier 2003, on a continué à les exécuter, mais il y en a toujours des criminels. Même quand on a tué en 2003, il y avait des criminels. Là, aujourd'hui, les gens sont en train d'être massacrés à l'Est, alors qu'il y a une cour militaire opérationnelle qui les condamne sur les champs. Est-ce que ça les a découragés? Est-ce que ça les a dissuadés? Non. Si nous prenons le cas des terroristes, quelqu'un qui porte déjà une ceinture de TNT pour se faire exploser, vous le condamnez à mort pour le dissuader, vous croyez vraiment? Mais non, quand même, soyons sérieux. Aujourd'hui, les gens, d'ailleurs, on voit même dans nos rues à Kinshasa, quand on a commencé à faire les procès en public, le nombre de colonnes a décuplé parce que c'était pour eux l'occasion de devenir vedette. On va les juger en public, tout le monde va l'applaudir et après on va le mettre dans l'avion, on va l'amener aussi. Oui. Donc, madame, la dissuasion, c'est le dernier argument que les rétentionnistes devaient utiliser parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, selon vous. Alors, vous avez, nous allons venir parler un peu du rapport que vous avez publié, donc cette mission d'enquête que vous avez menée. C'était dans quelles conditions pour mener déjà cette mission et puis afin d'établir ce rapport? Les autorisations, vous les avez eues facilement? Très bien. Et il faut d'abord que je vous relate l'historique de ces missions d'enquête. Ces missions d'enquête sont une idée née de notre partenariat avec Ensemble contre la peine de mort au deuxième congrès mondial contre la peine de mort tenu à Montréal en 2004. On a estimé qu'il était important de commencer à faire des enquêtes dans les prisons en Afrique parce qu'on savait qu'est-ce qui s'est passé dans les prisons américaines, mais ailleurs on ne savait pas. Et donc d'arriver à identifier, à mettre le visage sur les condamnés au lieu de parler à l'aveugle. Donc en 2005, 3 équipes locales au Rwanda, au Burundi et au Congo, nous avions fait les missions d'enquête, nous avons produit des rapports. Le président Kagame, il le dit lui-même, s'est fondé notamment sur les résultats de notre travail pour abolir la peine de mort. Le président burundais, quelques temps après, donc Kagame c'est 2007, Burundi je crois c'est 2009 ou 2010, le Burundi se fondant sur le même rapport et avec notre appui, le président Nkurunziza, qui lui-même était un ancien condamné à mort, a aboli la peine de mort, mais chez nous, on ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qu'on a raison au niveau de la RDC? Ça, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait, mais tout ce que nous avons pu gagner avec les premiers rapports, c'est que nous avons dénoncé le fait que les condamnés à mort étaient mis dans des pavillons qu'on appelait les pavillons rouges, dans lesquels il y avait et les condamnés et les personnes non encore condamnées, mais qui étaient poursuivies pour des faits passibles de la peine de mort. Et c'est de là qu'est né un drame, parce qu'on est venu rafler 15 personnes en janvier 2003 pour aller les exécuter. Et sur les 15 personnes exécutées, 8 seulement étaient jugées. 7 n'étaient pas encore jugés, ils n'étaient qu'en instance d'attente de jugement. Et donc vous comprenez, ce drame-là est terrible. Mais pire, on a eu à exécuter des gens avant qu'on ne découvre que le vrai auteur des crimes pour lesquels ils ont été exécutés, qui vivent encore, n'étaient pas ces personnes-là. Et donc là, nous sommes allés pour mettre à jour la situation, parce qu'il n'y a pas d'abolition. Quelle est la situation de ces condamnés que nous avons laissés et quelle est la situation actuelle? Nous avons demandé les autorisations. Et donc, on a parcouru 10 des 80 prisons que de RDC. 10 seulement qu'on a vu. On est arrivé quand même à discuter, à identifier 510 condamnés à mort. C'est quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où... 510 sur le 10 prisons que vous avez fait. Sur les 10 fait. prisons uniquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Il y en a plus, ouais. On suppose. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ouais. Peut-être que nous n'avons été que là où il y a les condamnés à mort. Ouais. Mais peut-être qu'il y en a au minimum un. Je pense qu'il y en a au minimum une bonne vingtaine de condamnés qu'on n'a pas visités. Parce qu'on a des coins où il ne peut pas ne pas y avoir des condamnés à mort, comme Calémier. Sachant que c'est une zone opérationnelle avec la guerre entre les Pygmées et les Bantous. Certainement qu'il y a des condamnés à mort à Calémier.
On n'a pas été à Kananga avec ce qui s'est passé le Cameroun Sapo, certainement qu'il y a des condamnés. On n'a pas été à Mbujimaï, certainement qu'il y a des condamnés. On n'a pas été à Matadi, sachant qu'il y a eu la crise avec les gens de Bundu, du Congo. Certainement qu'il y a des condamnés. Donc voilà un peu pour vous dire que c'est beaucoup. Et ces condamnés, vous les avez rencontrés? Oui, sur les 510, oui. On en a interrogé 269. Et quelles sont, en fait, cette mission d'enquête, c'était sur les conditions de vie de ces condamnés à mort. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous les avez vus, vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Nous les avons vus. Par rapport à leurs conditions de vie? Ou par rapport à leur... Parce qu'ils sont dans le couloir de la mort, là. Ils sont en train d'attendre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? La première chose qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils vivent dans les conditions... Nous avons vu aussi qu'ils vivent dans les conditions d'une précarité inhumaine. Alors, les profondeurs vous diront, mais la population aussi vit dans la misère, on veut bien. Sauf qu'eux sont en train de payer leurs crimes. Il ne faut pas qu'on les laisse mourir. Vous voyez? Parce qu'on va vous dire, ah, mais depuis 2003, on n'exécute plus les condamnés à mort, mais en même temps, on les laisse mourir. Cela est d'autant plus inquiétant que... On les laisse mourir, c'est-à-dire quand ils ne reçoivent pas de soins, quand ils sont malades. C'est comment, vous pouvez décrire un peu plus leurs conditions de vie, c'est comment? C'est-à-dire ils sont ils vivent dans des espaces, dans des endroits, dans la prison, là, c'est inhumain, c'est comment les conditions en fait? De toutes les prisons que nous avons visitées, ouais. 3 prisons seulement sont dans les conditions plus ou moins imaginables. La meilleure des prisons, c'est la prison qui vient d'être réfectionnée par la Commission européenne, qui s'appelle Louzoum, sur la route du Bas-Congo. Ensuite, vous avez la prison de Boulouo, à Likasi, qui n'a pas beaucoup de gens et qui est très grande, qui est très spacieuse. Mais toutes les autres, c'est immonde. À Kinshasa, par exemple, vous avez des salles qui sont prévues pour 50 personnes, mais vous en avez 600. C'est-à-dire déjà, les gens ne tiennent pas en respirant. Respirer seulement, c'est déjà beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une scène où les gens sont comme dans un embouteillage dans les terrains de foot? C'est-à-dire quand on les sort pour qu'ils prennent de l'air, ils sont coincés plus qu'une heure de récréation dans une école. Vous vous rendez compte? Donc c'est dramatique, c'est la surpopulation. Et vous, avec tout ce que cela donne comme conséquence, par exemple, quand vous êtes 600 dans une petite salle prévue pour 50 personnes et que vous n'avez pas de latrine, comment vous vivez? Vous vous rendez compte? Et ça, c'est le cas en général pour tous les condamnés, pas que le condamné à mort. Oui. Depuis 2003, on a supprimé cet isolement des condamnés à mort. Ils vivent ensemble avec tout le monde, sauf qu'ils sont les plus indexés. Ça signifie que même pour recevoir la ration, pour autant qu'elle arrive en prison ou à la prison, les condamnés à mort sont les derniers servis. Tout en étant ensemble avec les autres, tout le monde les connaît. Et on les rappelle régulièrement. Et ça fait un traumatisme. Il y en a qui sont même devenus fous et qui sont toujours en prison. Voilà. Les condamnés à mort que vous avez rencontrés, c'est qui? Ce sont des femmes, des enfants, des militaires, des civils? Qui sont-ils? Très bien. On a, sur les 510, il y a une seule femme. Il n'y a pas de mineurs. Même ici, je ne suis pas convaincu. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas de régime d'état civil, non. On commence à le mettre en place, mais pour le moment, il n'y en a pas encore. Ce qui fait qu'on est identifié par notre carte d'électeur. Alors, un milicien qui est arrêté et qui dit qu'il est mineur, qu'est-ce que les juges font? En tant que militaire, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu n'es pas mineur. Parce que si tu es mineur, prouve-le. Et comme il ne s'est pas prouvé, les juges lui donnent l'âge qu'il veut. Donc très probablement que parmi ces condamnés, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants, mais je présume, mais
Mais officiellement, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la loi de 2002 interdit qu'on juge, surtout qu'on condamne à mort des enfants qui ont moins de 18 ans. Et on exécute des femmes enceintes. Et par rapport à ces rapports, qu'espérez-vous en ayant mené cette mission d'enquête? Vous espérez, par rapport à la RDC déjà, et puis par rapport aux autres pays, vous espérez quoi exactement? Parce que là, en RDC, en fait, la peine de mort, elle est encore dans le code pénal, mais elle ne s'applique plus. Il y a un moratoire. Vous espérez quoi? Par rapport aux conditions, peut-être que ça change de prisonniers, de condamnés à mort. Vous espérez quoi? Vu ces conditions-là, il y aura abolition. Qu'espérez-vous? Avant d'espérer, nous avons voulu donner un chiffre. Parce que toute politique, toute programmation, toute réflexion est fondée d'abord sur les chiffres. Jusqu'à la sortie de notre rapport, aucune administration n'a jamais voulu dire qu'elle avait le chiffre ou le nombre de condamnés à mort. Personne. On n'en trouvait nulle part. Et même les organisations internationales qui étaient dans les estimations ne dépassaient pas les 230. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous, on vous donne 510 et nous étions en train de discuter avec vous ici sur combien pouvons-nous retrouver dans les 70 prisons qui restent. Ben oui, parce que vous n'avez fait que 10 prisons. 10 prisons, donc moins de 10%. Vous comprenez? Ou environ 10%. Donc déjà ça c'est très important parce que ça permet c'est une base de réflexion. Deuxième chose, c'est de dire, depuis 2003 on n'exécute plus, on est dans ce qu'on appelle le moratoire. Mais pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Le gouvernement nous dit, il y a l'insécurité, la population va penser que nous faisons l'apologie du crime. Nous on dit, l'argument de dire que les populations vont penser que les criminels sont jugés et on les laisse circuler librement dans la cité, on peut les régler sur la base de notre rapport de manière globale. C'est-à-dire aussi bien pour les condamnés à mort que pour tous les autres condamnés. C'est de nous mettre autour d'une table. Nous, les sociétés civiles, la République, c'est-à-dire le gouvernement, et les partenaires internationaux. C'est la Commission européenne quand même qui a financé la réflexion de la prison de Louzoumou. On peut faire un contrat pour dire, avec des engagements précis, si nous abolissons la peine de mort dans 1 an, 2 ans, 3 ans, êtes-vous prêts à nous trouver 2 ou 3 grandes prisons de haute sécurité, répondant aux normes internationales, notamment les règles de Nelson Mandela sur la situation des détentions, pour qu'à ce moment-là, la population soit certaine que les condamnés qui ont commis des crimes graves vont effectivement purger leur peine dans les prisons où ils ne vont pas s'enfuir. C'est par exemple ça une idée que nous donnons, parce que ce sont les arguments qu'on nous donne. Mais est-ce que vous pensez que, Maître Ngonji, c'est vraiment la bonne... Vous proposez donc à la place de remplacer la peine de mort par une autre peine. Laquelle? Notamment la peine de sévérité pénale à perpétuité ou la sévérité pénale principalement à perpétuité avec d'autres sévérités pénales. Mais lorsqu'elle est à perpétuité, on peut permettre une période de temps incompressible, c'est-à-dire qui exclut les condamnés dont la culpabilité a été vérifiée de toute remise de peine. Mais de toute façon, jusqu'à aujourd'hui, ils n'en bénéficient pas. Vous pensez que la peine à perpétuité pour un condamné, c'est mieux que la peine de mort? Il y a peut-être des condamnés qui souhaiteraient voir leur peine être exécutée à mort, peut-être, que rester dans la prison, toute sa vie dans la prison, à perpétuité. Vous pensez que c'est meilleur? On est dans la réflexion. Hein, mais je vous entends parler dans la même émission. Oui. Je vous entends parler dans la même émission de 2 manières. Oui, parce que moi je suis pas d'un côté ou de l'autre, donc je prends les deux côtés. Justement, en fait, je suis entendre parler les gens de 2 manières, pas à travers vous, dans cette émission. Parce que là, je les sens avec un peu plus épris de pitié à l'égard des condamnés à mort.
dont il souhaitait l'exécution tout de suite. Non, non. Alors, Maître Mbodji, loi de 2002 qui interdit la condamnation des mineurs, qu'est-ce que ça apporte de plus, vous, par rapport à votre lutte pour l'abolition de la peine de mort, et puis la suppression de la Cour d'ordre militaire, qu'est-ce que ça a apporté de plus? Merci beaucoup. La loi de 2002, c'est celle-là d'ailleurs qui supprime la Cour d'ordre militaire, et parmi les éléments qu'on trouve, on trouve notamment l'exclusion des mineurs parmi les justiciables des juridictions ordinaires, parce qu'on va créer par la suite les juges d'enfants. Ça apporte un élément très important dans la mesure où, comme vous savez, un enfant reste un enfant, donc il est incapable de juger, d'apprécier les actes qu'il pose. Souvent, il est sous l'effet de l'influence des adultes et qui subit la peine de mort. Donc, à partir de ce moment-là, c'est très important. D'ailleurs, toutes les conventions internationales, dont la Convention sur la protection de l'enfance signée et ratifiée par la République, qui interdit qu'on puisse déjà interdire le recrutement des enfants soldats. Or, là, on en trouve qui étaient des enfants soldats et qui sont jugés par la juridiction militaire et qui sont exécutés. Donc, on porte triplement atteinte à leur vie. Donc, d'abord, on les recrute, on les empêche d'être formés, ensuite on les manipule et ensuite on les exécute. Donc, c'est quelque chose de très important pour protéger l'enfant. Maintenant, la suppression de la Cour d'ordre militaire est très importante parce qu'elle a permis qu'il y ait une justice plus ou moins normale. Pourquoi je dis plus ou moins normale? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à redire sur la justice. Mais ce qui change avec la Cour d'ordre militaire, c'est que la Cour d'ordre militaire, c'était un tribunal d'exception. Ce n'est pas la première, mais sauf qu'elle était systématique. Sur toutes les années de la République, il y a des messieurs qui avaient été arrêtés dans les Bas-Congo parce qu'on l'avait retrouvé avec un morceau de vache dans sa pirogue. On a dit qu'il a utilisé une arme en temps de guerre. Et pourtant, il n'avait que ramassé cette vache qui était morte dans la ferme de Juvel. Et Juvel ne s'en était jamais plaint. Les messieurs viennent d'être libérés en 2019. 2019. Mais vous imaginez les situations comme ça, parce qu'ils n'avaient pas droit à l'appel, à quoi que ce soit, et personne ne pouvait réformer sa procédure. Donc ça, il a attendu qu'il y ait des remises de peine. Et lui, à titre exceptionnel, de tous les condamnés à mort, c'est le seul qui a obtenu la remise de peine, devenu perpétuité, puis finalement on l'a vu qu'il était devenu malade, on l'a libéré. Donc les juridictions militaires actuelles permettent les voies de recours. Donc vous pouvez faire opposition, si vous n'êtes pas là, vous pouvez faire appel, vous pouvez aller en annulation, et vous pouvez même aller en cassation à la Cour suprême. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet à ce qu'à un moment ou à un autre, les juges puissent corriger une erreur éventuelle et un zèle des premiers juges. Alors pour terminer, parce qu'on a évoqué presque tout le contour de ce dont on voulait vraiment parler, mais pour terminer, qu'est-ce que vous allez dire par rapport à votre lutte, par rapport à ces rapports, par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés en faisant cette mission d'enquête? Quel est le mot que vous pouvez dire pour terminer cette émission par rapport à tout ce dont on vient de parler? Maintenant, moi je peux dire simplement qu'il est important que nos autorités puissent prendre conscience du fait qu'il n'y a aucun intérêt à garder la peine de mort. Déjà sur le plan de la simple logique, aujourd'hui le nombre de Congolais morts depuis 1997 dépasse plus de 3 fois le nombre de tous les massacres génocidaires au Rwanda. On est aujourd'hui, les chiffres changent entre 6 à 8 millions de morts. Est-ce qu'il faut continuer à nous entretenir? La peine de mort aussi permet que certains grands bandits qui sont fouillés ailleurs, qui sont dans des pays qui ont aboli la peine de mort, et qui ne peuvent pas être renvoyés chez nous pour être jugés, parce que ces pays ont pris l'engagement international de ne pas extrader quelqu'un vers un pays où il risque la peine de mort. Abolir la peine de mort redore aussi le blason de notre pays comme un pays fréquentable. C'est des choix qu'il peut faire qui ne coûtent rien. Il faut dire qu'au niveau international,
la justice internationale a déjà... Voilà, c'est l'argument que j'amenais. J'arrivais, avec la justice internationale, on arrive chez nous en maintenant la peine de mort à une justice à double vitesse. Tous ces gens qui sont envoyés à la Cour pénale internationale, ils ne risquent pas la peine de mort, parce que la plus grande peine à la Cour pénale, c'est la perpétuité. Mais les gens qu'eux ont recrutés, qu'ils ont envoyés au front, qui sont arrêtés, interpellés, jugés au Congo, ils sont exposés à la peine de mort. Est-ce que c'est juste? C'est injuste à double vitesse, injuste et injuste. Ne fût-ce que pour cela, parce que nous avons ratifié le statut de Rome, ne fût-ce que pour cela aussi, il faut arrêter avec cette peine. Vous voyez? Et pour terminer, je dis que la peine de mort, très souvent, elle est appliquée aux opposants politiques. Le problème, c'est que l'opposant d'aujourd'hui peut devenir l'autorité de demain. Et là, la roue aura tourné. Qu'est-ce qui va se passer? Je dis toujours aux gens, la tête que je défends en me combattant la peine de mort, ce n'est pas la mienne. C'est peut-être la tête de ceux qui ne veulent pas m'écouter. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Merci, Maître Godji. On était heureux de vous recevoir sur ce plateau, Madame, Mademoiselle, Messieurs. Merci de votre attention. De condamner quelqu'un à mort, ça peut dissuader d'autres personnes qui joli. Aussi emprunter le même chemin. Pensez-vous, madame, à vous, ces gens-là, pensent-ils que, en dehors de la peine de mort, les autres peines de malheur, est-ce que c'est en tuant l'auteur du crime qu'on apaise la douleur des membres de la famille, de la personne qui était elle-même victime de ce crime?